Bonjour à tous, voici donc une nouvelle version du blog de Praxagora, le numéro 13, qui va être dédié à un éclairage sur la notion d'humour noir chez Philip Ross. Donc les thèmes que l'on va aborder vont être les suivants. La question de l'héroïsme, donc la question de savoir est-ce que les démocraties peuvent, par l'engagement solidaire qu'elles impliquent, rendre des individus héroïques par leur action pour sauver la démocratie. Deuxièmement, est-ce que la désillusion face à ces héros peut toucher le lecteur dans le livre de Philip Ross d'une autre manière par l'humour noir qu'il utilise que dans les autres œuvres que nous avons étudiées. Donc en gros, essayer de pointer les ressources de l'humour noir de Philip Ross, sa manière de construire les récits. Et donc on va se focaliser sur un passage du chapitre 4 qui est intitulé « Le moignon ». Donc on va aussi interroger ce que signifie ce moignon, puisque le thème est repris à la toute fin du livre, où on voit que c'est l'enfant qui est Seldon qui va devenir le moignon, et Philippe la prothèse. Donc on voit que c'est important cette image qui va hanter en fait Philippe jusqu'à la fin du livre, comme une sorte d'image qu'on ne veut pas voir mais qu'on est obligé de voir quand même. Et ça va donner aussi le fonctionnement du livre de Ross, à savoir que Ross nous oblige en tant que lecteurs à lire ce que l'on ne veut pas lire, un peu comme dans un film de guerre, on nous force à regarder la plaie en fait ouverte d'un soldat, et à la fois on ne veut pas voir et on voit, et donc on a cette fascination pour l'horreur, et en même temps ce dégoût, donc une forme d'ambivalence dans les sentiments. Et c'est exactement ce que crée Philip Ross un peu constamment. On va essayer de comprendre comment il crée ce sentiment-là. Et ce que ça signifie pour notre thème de la démocratie, comment peut-on être amené par ce dégoût et cette fascination pour la faillite de la démocratie, comment peut-on être amené à avoir une distance critique par rapport à ce qui se passe et être plus sensible au sauvetage de la démocratie. Et comment est-ce qu'on peut, en ne ressortant jamais indemne de la lecture de Philip Ross, c'est-à-dire on sent bien qu'il n'y aura pas de retour à la normale, on ne croira pas à la démocratie autant qu'avant, mais on peut tout de même tirer profit de cette désillusion, de cette lucidité, qu'avec cynisme, Philip Ross nous oblige à atteindre. Alors donc, premier point, j'aimerais rappeler que nos autres ouvrages utilisent également l'humour ou le rire pour créer une distance critique du lecteur par rapport à la faillite de la démocratie et pointer là où il faut pointer, c'est-à-dire là où ça fait mal, gratter la plaie. Donc nos autres œuvres font déjà cela. Alors on peut rappeler très brièvement la technique d'Aristophane, bien sûr que dans une comédie on utilise le comique comme ressource pour créer de la distance et à la fois faire rire et faire réfléchir. Donc ce comique chez Aristophane, il se décline quand même à plusieurs niveaux. Il y a le niveau premier qu'on voit vraiment bien, ce sont les grosses ficelles, c'est la grossièreté, donc c'est le fait d'avoir des personnages comme Cléon qui ont un pied un pied à Pylos, un pied à Athènes, les fesses en Chaonie et la tête en Clopidie. Donc là, on voit bien que c'est un peu l'humour de bas étage, où on voit le côté scatologique, etc., les communautés de situation, de répétition. Donc ça, c'est le premier niveau. Mais chez Aristophane, il y a déjà un niveau plus subtil. C'est par exemple la scène de la parabase où le coryphée invite dans les cavaliers le public du spectacle est attentif à la manière dont il va voter. Et là, si on décrypte tout, on comprend qu'en tant que spectateur, on doit comprendre qu'il y a un parallèle installé savamment par Aristophane entre d'un côté le spectacle qui est la comédie et de l'autre la politique qui apparaît soudain comme une grande mascarade et où la versatilité du peuple a d'autres incidences que quand il s'agit d'un simple vote pour élire la meilleure comédie qui nous a fait le plus rire. Donc là, il y a les deux niveaux chez Aristophane déjà. Et chez Tocqueville, c'est plus discret, mais il y a également une forme de distance critique, parce que Tocqueville, à la fois, décrit le peuple américain, donc il fait œuvre de sociologue et de neutralité de celui qui fait un carnet de voyage et qui décrit les choses telles qu'il les voit,
mais dans un deuxième temps, il essaye de les interpréter. C'est là qu'on voit son travail de philosophe, où il projette des choses, il montre souvent en deux temps la double lecture qu'on peut avoir de certains phénomènes. C'est ce qu'on voit par exemple quand il parle de l'amour de la tranquillité. Au début, cet amour de la tranquillité ne semble que positif. Hein. Comment pourrait-on en vouloir à quelqu'un qui veut être tranquille? Et puis dans un deuxième temps, on s'aperçoit que cet amour de la tranquillité cache finalement une absence de solidarité des citoyens américains les uns envers les autres, cache finalement un matérialisme effroyable, le fait d'être centré uniquement sur sa sphère privée. Donc finalement, il n'y a pas que de la positivité dans cet amour de la tranquillité. De même, quand il parle de sympathie de tout le peuple américain envers son chef sans intermédiaire, au début, on peut se dire que c'est positif ce terme de sympathie, que pourrait-on reprocher à un peuple qui trouve son dirigeant sympathique. Et puis, dans un deuxième temps, on se rend compte que ça peut cacher la fusion d'une foule en délire avec un tyran, et que ça peut être le signe d'un despotisme doux, où finalement on a des moutons menés par un berger. De même, quand Tocqueville décrit le peuple comme dans une image merveilleuse, on se rend compte que ça peut tout à fait être une foule finalement. Et donc il y a de l'humour aussi discret chez Tocqueville qui nous invite à décrypter, à relire avec plusieurs niveaux d'interprétation. Donc Philippe Ross, lui, il utilise l'humour. Alors l'humour noir, en fait, ça se caractérise par le fait qu'on va rire de ceux dont il ne faut pas rire. Et on va rire de manière immorale, parfois donc en riant de la mort, et en rappelant en fait que nous sommes des animaux. Donc, souvent ça passe par le rappel que l'homme est un animal, une forme de cynisme ici. L'homme est un être de passion, et cette passion est souvent violente. Cette passion n'est pas une passion comme voulait Rousseau, c'est-à-dire le fait d'aller chanter dans les bois et d'avoir pitié envers son semblable. Cette passion est belliqueuse. L'homme est un corps avec une sexualité débordante, des désirs, des pulsions, et il est plutôt du côté de la horde originaire dont parle Freud que du côté rationnel, hein, espéré par un Platon par exemple. Donc il y a déjà ce premier aspect. Donc l'humour noir, c'est l'idée de montrer aussi ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc d'inviter à regarder là où c'est sale, là où c'est dégoûtant. Hein. Et puis on se met à rire alors que la scène n'a rien de rigolo. Et on est comme dans certains films de guerre, Full Metal Jacket ou Apocalypse Now par exemple, où vous avez envie de mourir de rire alors que ce sont des soldats en train de se battre, des bombes qui explosent. Par exemple, je pense à Apocalypse Now quand il y a les hélicoptères avec la musique des Valkyries, des personnages qui sont terrorisés, et puis on a envie de rire alors que ça n'a rien de drôle. Et donc ça crée un malaise qu'on a ensuite à digérer parce qu'on a vécu certaines choses, on a été fasciné par ce qu'on ne voulait pas pourtant voir. Alors donc ça se passe dans le chapitre 4, je vais zoomer sur le chapitre 4. Alors ce chapitre 4 est intitulé Le Moignon, il se passe en 1942. Ça commence avec l'oncle Monty, dont on nous décrit un peu le profil. Alors il est décrit comme pionnier, le roi de la tomate, il a exploité le champ d'action que lui ouvrait la condition d'Américain. Donc il a tout le mythe avec lui du pionnier, du self-made man, il est tout ce que l'Amérique peut espérer d'un homme, tout ce qu'elle peut lui promettre, cette liberté d'entreprendre. Et on voit par contre qu'il n'y a pour lui que le fric qui compte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que le fric pour des gens comme vous? Il y a une première distance, une moquerie d'Herman vis-à-vis de son frère, dont il sent qu'il n'est absolument pas destiné à défendre des valeurs universelles, donc quelles qu'elles soient. Donc Alvin, page 184, rentre de Montréal par le train de nuit. Herman, dans une scène d'énervement qui laisse un peu Philippe Pantois, jette le Daily News avant même de l'avoir lu. Il dit ce chien de fasciste est toujours leur héros. Alors là, il faut comprendre que c'est de Lindbergh qu'il s'agit. Lindbergh que louent les Américains alors qu'il n'a rien fait, mis à part traverser l'Atlantique pour être un héros de la démocratie. Et donc il y a déjà en fait un premier pointage de ce héros qui n'en est pas un. Et bien sûr, ça va être la même chose pour Alvin. C'est-à-dire qu'on va espérer qu'il soit un héros et il ne va être qu'un anti-héros. Là, on a du discours indirect libre, puisque Alvin arrive et Sandy se précipite sur lui, et Philippe n'arrive pas à savoir quoi penser de son frère, parce que son frère est censé
avoir loué le programme Des gens parmi d'autres et à être un pro Lindbergh. Et là, on le voit encenser en fait Alvin qui s'est battu finalement contre Lindbergh. Donc là, il y a une sorte de confusion. On voit que les personnages sont ni blancs ni noirs, ils sont gris. Et ça va devenir dur à décrypter et dur de comprendre qui est un héros, qui ne l'est pas, qui est à condamner. Philippe se jette au cou de son cousin et il découvre une odeur fétide qui n'est pas due à la jambe mais à sa bouche. Donc là, c'est vraiment l'humour noir de Ross. En fait, on va comprendre après que ses dents sont pourries et qu'il a besoin d'aller chez le dentiste. En tout cas, il est comme un moignon humain, et cette expression est vraiment terrorisante. Philippe, on voit, est dans la confusion, il a des images qui se confondent dans sa tête. Il mélange tout, le petit Robert qui est un cul-de-jatte qu'il connaît, son cousin à qui il manque une jambe, et puis les timbres couverts de croix gammées qui arrivent ici, qui font irruption dans une sorte de confusion d'images. Ce qui est étonnant en fait, c'est qu'on s'attendait à ce que Alvin marche sur une jambe artificielle parce qu'il était censé revenir une fois convalescent, mais le moignon s'est ouvert, comme il dit, sans pouvoir en dire plus. Donc on voit qu'il y a de l'indicible ici face à la terreur. Et puis Herman demande a-t-il des bagages? Et là, Alvin l'interrompt avec énervement, dit et comment si tu crois où tu crois qu'elle est ma jambe? Donc là, on voit que il y a un effet horrible dans la description du retour d'Alvin, parce que son corps est carrément explosé, il y a sa jambe qui est dans une valise, et en fait ce sont Sandy, c'est là l'humour noir encore, Sandy et Philippe qui sont en train d'aller chercher la valise, qui la traînent, hein, c'est très visuel, très cinématographique, ils n'arrivent pas à traîner ce sac où est bourrée la jambe artificielle. Et Bess conclut dans la voiture, voyant que Philippe n'arrive plus à parler, c'est tout à fait naturel d'être bouleversé, nous le sommes tous. Donc là, le lecteur, bien sûr, est bouleversé, il partage ce qui se passe. Et on a quelque chose d'intéressant dans les livres, un peu comme une voix off, parce que Philippe ne parlant pas, Bess lui demande « dis-moi ce qui te tracasse ». Et puis elle essaye d'expliquer que la réaction d'Alvin est due peut-être au sentiment de honte, elle essaye de poser des mots, et en fait on voit les questions que que Philippe se pose, mais qu'il n'ose pas poser à sa mère. Il ne pose pas toutes les questions qu'il veut. Et il s'aperçoit aussi que sa mère a le type juif et que finalement lui aussi l'a et il le découvrait. Hein. Donc là il y a aussi une prise de conscience, une lucidité qui place l'enfant dans un mutisme. Ensuite, donc il ne veut pas regarder le moignon, mais il est un peu obligé parce que Alvin est placé dans la même chambre que lui et fait des cauchemars en criant danse, danse, et tout à coup il voit Alvin en sueur. Donc Philippe ne veut pas regarder le moignon, mais il fait quand même le geste de regarder. Je le fis tout de même, paré au choc comme un soldat dans mon lit. Et là on voit que le petit héros finalement c'est Philippe qui affronte sans rien comprendre cette brutalité du moignon. Il demande, donc il compare le moignon à un museau allongé d'un animal sans visage, donc on voit que l'enfant est plein d'imagination, et il demande c'est cicatrisé, l'autre répond pas encore, combien de temps ça va prendre, toute la vie. Et on comprend qu'en fait le livre va être comme une plaie, hein, donc une cicatrice dans son ensemble. Combien de temps ça va mettre pour cicatriser d'avoir relu ce livre? Peut-être toute une vie. Hein, peut-être toute une vie d'avoir été tellement désillusionné par un tel ouvrage. Ensuite, Philippe délire parce qu'il se fait des bandages imaginaires. Et là, on voit qu'il devient fou au point qu'il croit qu'en fait, une croûte du moignon de son cousin lui est tombée dessus. Donc là, il y a vraiment de la paranoïa ou d'une sorte de folie. Et donc, il va se précipiter à la cave et va vomir. Et cette cave apparaît comme un royaume fantomatique des enfers et des morts. Et il va dire pardon pour tout ce que j'ai fait. Donc là, on sent aussi une sorte de punition divine des personnages. Comme Alvin qui a craché sur des Allemands, on va le savoir bientôt, reçoit une grenade qui explose peut-être en venant de son propre camp, finalement Philippe va toujours se demander aussi de quoi il est coupable et il va prendre le fait que Seldon va arriver chez lui comme étant un signe de cette punition divine. Donc je terminerai par juste une citation, puisqu'il faut que je fasse court, où Monty oblige à... Je vais finir dans une deuxième vidéo car je n'arrive pas à terminer. Donc rendez-vous au blog de Praxagora numéro 14.